Et il est 13 h sur la 7 TV. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Fin de mandat du président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Babacar Diagne a officiellement annoncé la fin de son mandat après 6 ans à la tête de l'institution. Un mandat qui, l'on se rappelle, n'a pas été de tout repos. Son parcours à suivre en début de ce journal. L'organisation des élections également qui suit son cours. Le ministre de l'Intérieur a procédé à satisfaire à une vieille doléance du Sénat hier. Un lot de 59 véhicules en perspective des élections a été remis à l'organe de contrôle pour donc effectuer sa mission. En attendant, dans le secret des listes électorales, le nom de la tête de liste de Taku Walou Sénégal est connu. Il s'avère que l'ex-chef de l'État, Macky Sall, est celui qui occupe la première place sur la liste nationale de la coalition. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. C'est donc une page qui se tourne pour le CNRA. Babacar Diagne a rendu ses fonctions de président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel hier, date marquant d'ailleurs la fin officielle de son mandat, un mandat qui, il faut le rappeler, n'a pas été de tout repos. Un retour sur son parcours avec Mamadou Kanté. Il avait pris des engagements en tant que président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel pour une meilleure supervision de la couverture électorale des législatives du 17 novembre prochain. Chaque coalition a une équipe de télévision. Cela veut dire quoi? Cela veut dire un véhicule, un caméraman, un journaliste, un preneur de son. Mais hélas, on ne peut pas lutter contre le temps. Le mandat de Babacar Diagne à la tête du CNRA est arrivé à terme avant même la période de retransmission de la campagne électorale. Il quitte ainsi le Conseil, mais il laisse une encre indélébile. Les processus électoraux générant le plus souvent instabilité, frustration, contestation, violence et troubles électoraux. Babacar Diagne en a vu de toutes les couleurs. Pourtant, il jouit d'une autorité naturelle dans le domaine de l'audiovisuel, où son expertise ne souffre d'aucune contestation. Journaliste de formation, Babacar Diagne a été conseiller spécial et responsable de communication à la présidence, avant d'être directeur général de la RTS 1 entre 2006 et 2012. Il a ainsi fructifié son capital compétences en misant sur l'écoute et le dialogue, des qualités qui l'ont conduit à occuper des postes parmi les plus prestigieux de la diplomatie sénégalaise. Il est devenu ambassadeur du Sénégal, d'abord en Gambie, puis à Washington. Mais grâce à son savoir-faire dans le domaine audiovisuel, il succède à Babacar Touré au CNRA à partir de 2018. Mais son mandat n'a pas été de tout repos. Entre mise en demeure de groupes de presse, coupure de signaux jusqu'à l'exécution du retrait de la licence de Walfadjri, Babacar Diagne a fait face à plusieurs cas. Des cas sans doute liés à la situation préélectorale très tendue, mais aussi aux événements de mars 2021. Durant la dernière présidentielle, Babacar Diagne et le CNRA surveillaient les médias, mais étaient aussi en retour surveillés de très près. Mais sa clairvoyance et son ancrage traditionnel dans le secteur audiovisuel l'ont sans doute aidé dans sa mission. Et puis, situation électorale toujours avec les législatives de 2024. Exit le dépôt des listes. L'ONP apporte une précision sur la suite des événements. Toutes les listes qui ne respecteront pas la parité seront rejetées. C'est ce que l'Observatoire national de la parité a tenu à rappeler aux formations politiques engagées dans un communiqué. Ce dernier qui rappelle alors que le non-respect de la parité constitue un motif de rejet de la liste en cause conformément aux dispositions de l'article L. 178.2 du Code électoral et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière électorale. Et puis nous en parlions dans les titres. La Sénat, Commission électorale nationale autonome, a reçu hier un lot de 59 véhicules en perspective des élections législatives du 17 novembre prochain. C'est une vieille doléance de cet organe chargé de la neutralité politique des élections au Sénégal qui vient d'être satisfaite selon le ministre de l'Intérieur, qui a d'ailleurs été celui qui a remis officiellement les clés au président de la Sénat hier. Ça faisait partie des recommandations du président de la Sénat après les dernières élections. Et ça faisait 12 ans qu'on attendait cela. C'est un investissement significatif qui traduit
parfaitement notre profond désir et notre engagement à conduire et à organiser des élections les plus démocratiques possibles et les plus transparentes possibles et dans les meilleures conditions possibles pour nos partenaires de la Sénat. Cela aussi rétribue en quelque sorte à sa juste valeur le dévouement, le grand dévouement d'hommes de grande valeur qui sont à la Sénat. Je suis persuadé que ces véhicules vont les aider à conduire leur mission dans les meilleures conditions. Je suis aussi persuadé qu'ils en feront le meilleur usage possible. Et on en sait un peu plus sur la liste de la coalition Takoualou Sénégal. La grande coalition de l'opposition a finalisé sa liste de candidats en partenariat avec l'Alliance pour la République et ses alliés, notamment le Parti démocratique sénégalais. Il s'avère que l'ancien président Macky Sall occupe la première place sur la liste nationale de la coalition. Et bien qu'il soit incertain que l'ancien chef de l'État revienne au Sénégal pour mener campagne, cette désignation pourrait insuffler un nouveau changement au sein des partisans de l'APR. En attendant, le PDS connaît de profonds changements en son sein. Dodo Wade n'est plus membre du Parti démocratique sénégalais. Le parti a pris la décision de se séparer du neveu du secrétaire général pour comportement, dit-il, sécessionniste. Une décision que le journaliste Ben Makhtar Diop comprend par une volonté de Karim Wade de régner avec ses hommes. Le directeur du quotidien 2 minutes pour lire l'essentiel est également revenu sur la situation à l'AFP avec les départs annoncés de Malik Diop, Zator Mbaye et d'autres responsables. Le sort réservé à ces désormais ex-ténors du PDS est plus une réjuvénilisation qu'autre chose de la vie du journaliste Ben Makhtar Diop. Sur le plan de la représentativité électorale, le parti de Maître Wade ne perd pas grand-chose. Bien au contraire, cette sortie des soi-disant rebelles permet à Karim Wade d'une part de placer ses hommes et de l'autre de ressortir les libéraux de la léthargie médiatique. Le patrimoine du PDS, patrimoine matériel, appartient aujourd'hui à Karim Wade. Je veux parler du siège, la logistique et tout. Mais le patrimoine immatériel appartient à d'autres qui ont été avec le président Abdoulaye Wade. Mais dans les faits, pour être réaliste, c'est Karim Wade qui gère, qui finance. Donc c'est normal que ceux qui veulent rester dans le PDS coltinent, soutiennent, accompagnent Karim Wade. Dans les 10 documents, la signature de l'ancien président de la République n'y figure pas, ce qui pourrait laisser la porte entrouverte. Remarquez au passage que Woré Sarr n'a pas du tout été renvoyé du parti. Woré Sarr qui s'est quand même rebellé. Est-ce qu'il n'y a pas de négociations souterraines entre Karim Wade via Mayoro Faye et Woré Sarr? C'est une question à se poser. À l'image du PDS, l'AFP tangue en haut trouble avec les départs massifs. Les vagues de démissions qui font suite à la réticence du président Moustapha Niasse à transmettre les rênes. Dr Malik Diop, Zator Mbaye et compagnie ont favorisé le survie politique, si l'on s'en tient au point de vue de l'analyste. Ils préfèrent prendre leur avenir en main, sinon c'est leur mort politique directe. Moustapha Niasse ne doit pas aller dans la tombe en y important des jeunes qui, au niveau de leur base, sont confrontés à des mastodontes. Dos au mur, le PDS et l'AFP trouveront-ils les moyens de revenir sur le devant de la scène? Les premiers éléments de réponse sont attendus au sortir des élections législatives. Thierno Alassane Sall, de son côté, dit ne pas voir d'intérêt d'intégrer l'intercoalition de l'opposition pour ce membre de la coalition Sénégal. Qu'est-ce que cette intercoalition? C'est juste pour les résultats électoraux et non pour l'intérêt du Sénégal. Que diraient les Sénégalais si on était en intercoalition avec des gens qu'on a toujours combattus, avec raison? L'histoire récente nous apprend d'ailleurs que les intercoalitions, c'est pour les résultats électoraux, ce n'est pas pour l'intérêt du Sénégal. Vous avez vu l'intercoalition Wallou-Yéwi, ça a permis de régénérer le PDS. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois au palais, à l'Assemblée nationale? C'est de vouloir torpiller la démocratie en organisant un coup d'État constitutionnel avec la complicité du régime contre lequel cette intercoalition avait été mise en place. Aujourd'hui, les intercoalitions dont vous parlez regroupent quasiment tous ceux qui ont géré le pays depuis 20-30 ans, qui sont en partie au moins responsables moralement
des jeunes qui vont en mer, de la situation difficile que vivent nos entreprises, des faillites économiques, de nos routes défoncées, etc. Est-ce que nous aurions raison de nous opposer à ces gens-là? Nous aurions eu raison de nous avoir opposés il y a seulement 6 mois à Macky Sall, si c'est pour faire une intercoalition avec lui. Quel sens y avait-il à être opposé à Macky Sall il y a 6 mois, si c'est pour l'aider à revenir? Et puis note de justice très rapidement, Cheikh Yérim Seck a été convoqué ce mardi. Il devra se rendre à la brigade de la police en charge de la cybercriminalité. Ce sera à 15h. Toujours dans le même registre, l'affaire Diégui Diop avec cette note de la direction de la police de l'air et des frontières qui a été émise concernant sa recherche. Elle a néanmoins confié qu'elle va se rendre à la division des investigations criminelles ce mardi. L'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire précise toutefois qu'elle n'a pas reçu de convocation jusque-là. Elle affirme par ailleurs qu'elle n'a pas fui à l'étranger. L'avocat de cette responsable de l'APR, maître Amadou Sall, de son côté évoque un abus de pouvoir de la police. Pour rappel, le communiqué de la police informe de la raison de sa convocation, à savoir escroquerie sur les deniers publics. Sur un autre registre à présent, l'opérateur économique Bocar Samba Dièye et ses soutiens ont fait face à la presse hier pour exprimer leur inquiétude sur l'affaire qui les oppose à la CBAO. L'homme d'affaires réclame toujours aujourd'hui les 7 milliards saisis de son compte en banque par la banque. Le président de l'association des clients des institutions financières qui fait partie des soutiens porte désormais le combat. Bocar Samba Dièye n'en a pas encore fini de l'affaire qui l'oppose à la CBAO. L'homme d'affaires court toujours derrière l'argent que la banque lui doit, un montant évalué à plus de 7 milliards de francs CFA. Le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières a fait de cette affaire un combat personnel. Parce que nous ne pouvons pas laisser faire. Les choses ont énormément duré. Nous ne pouvons pas continuer à laisser la banque s'emparer des biens d'un honnête citoyen qui a dignement travaillé aux yeux de tous les Sénégalais et que cette banque reste dans l'impunité totale. Nous ne pouvons pas continuer à l'accepter. En 2020, un rapport d'expertise a révélé la saisie de 7 milliards de francs CFA sur le compte de l'opérateur économique. De plus, une décision de justice a été rendue ordonnant la CBAO de restituer la somme. Mais jusque-là, la banque refuse de se plier à la décision. On attendait que la banque restitue les biens de Bocar Samba Dièye. Mais de 2008 à nos jours, la banque use de subterfuges, de stratagèmes pour conserver les biens de Bocar Samba Dièye et rechercher tous azimuts des décisions de justice pour saisir ces biens hypothéqués, y compris la maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Pour sa part, Bocar Samba Dièye regrette les failles de la justice et se dit inquiet quant au dénouement de l'affaire. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Durant toute ma vie, je n'ai rien fait d'autre que de travailler. Si la justice avait pris une décision en ma défaveur, les choses auraient pris une tournure différente. Mais je garde la foi en Dieu. C'est lui qui va en juger. Le contentieux a débuté en 2008, l'époque où la CBAO a fait signer à l'homme d'affaires un protocole dans lequel il reconnaissait devoir de l'argent à la banque. L'opérateur économique peine toujours à rentrer dans ses droits en dépit de la décision de justice rendue en sa faveur. L'Alliance des jeunes du Fouta pour le développement veut une nouvelle fois cette année sillonner la zone pour promouvoir le secteur créé depuis 2015. Elle œuvre depuis lors à sensibiliser davantage les populations à se tourner vers le secteur de l'agriculture. Pour cette 18e édition de sa caravane annuelle, l'AJFD choisit l'agriculture intégrée comme solution face au fléau de l'immigration irrégulière. Objectif, sensibiliser au maximum les jeunes du Fouta à l'alternative agricole. Un temps, l'immigration clandestine est un fléau, donc comment faire pour que nous, en tant que jeunesse du Fouta, comment on peut apporter une contribution pour que ça soit vraiment une solution à travers l'agriculture. Je pense que nous, on a assez de terre. On a du soleil, on a le fleuve, on a beaucoup de potentialités
qui peut nous permettre de rester suffisamment chez nous pour que nous puissions booster l'économie, le développement du terroir, le développement du Sénégal et l'Afrique entière. Un objectif qui cadre bien avec les ambitions des nouvelles autorités du pays. Parce que nous cherchons des associations de cette nature pour pousser les jeunes à s'investir davantage dans le développement de leur terroir. Je pense que nous avons l'obligation, si nous voulons atteindre la souveraineté alimentaire dans notre pays, de faire en sorte que la jeunesse croit en l'agriculture. Et elle ne peut pas faire autrement si elle veut se développer. Un impératif catégorique qu'il faudra accomplir pour réussir les objectifs de souveraineté en s'appuyant sur le potentiel du Fouta. L'agriculture aujourd'hui s'impose comme vraiment le poumon de notre économie parce que plus de 60 à 70% de la population active, ils sont dans l'agriculture. Le Fouta, c'est vraiment une zone vraiment stratégique parce qu'il y a la vallée. Nous comptons vraiment sur la production du riz de la vallée pour rééquilibrer notre balance commerciale. 6 jours donc de tournée dans les profondeurs du Fouta pour mieux inciter la jeunesse à s'intéresser davantage à l'agriculture, secteur vital de l'économie sénégalaise. Ainsi est lancée la caravane de l'AJFD. Pendant ce temps, le délégué général à la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et les jeunes a fait le bilan de ses 100 jours passés à la tête de la structure installée le 4 juin 2024. Le docteur Aïda Mbodj tire un bilan positif avec beaucoup de bénéficiaires et une territorialisation des services de la DRFJ. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide joue un rôle crucial dans l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. La déléguée générale Aïda Mbodj semble bien le comprendre. En 100 jours, elle a mis en branle la machine pour remplir sa mission. Aujourd'hui, je pense que les chiffres ont un petit peu évolué. Parce qu'effectivement, comme je disais, sur la partie microcrédit, nous avons fait quelque chose d'inédit avec les équipes ici présentes. Nous avons mis en place 956 millions de francs CFA pour un nombre de projets de 1500 projets. Installée le 4 juin 2024, Aïda Mbodj a tenu à rendre concret sa vision pour l'entrepreneuriat au Sénégal. Elle s'est attaquée à ses cibles. Oui, les directeurs de banque, les partenaires, mais surtout les fêtières des 46 départements. J'ai pu bénéficier d'un financement. Et avec ça, j'ai pu moderniser mes installations. Durant ces 100 jours passés à la tête de la DRFJ, le docteur en gouvernance territoriale a voulu faire du slogan « à vos côtés où que vous soyez » une réalité. Et je pense que vous convenez avec moi que c'était formidable d'écouter tous ces bénéficiaires, de parler autour des gouverneurs avec les différents acteurs, de les écouter exposer leurs problèmes. Je pense que c'était important et il fallait le faire. Mais le recouvrement continue à être un goulot d'étranglement pour la DRFJ et sa déléguée générale. Il faut qu'on recrée la direction du recouvrement avec tout ce qui l'accompagne. Mais aussi, il y a des cas litigieux avec de grandes sommes. Là, nous avons été obligés de prendre 2 avocats. L'engagement visible de la déléguée générale démontre sa volonté de soutenir activement les femmes et les jeunes en les plaçant au cœur de sa mission. À présent, direction d'Agana, à la veille de la rentrée, bonne nouvelle dans la commune de Mbane où plusieurs établissements ont bénéficié de l'énergie solaire grâce à l'ONG, le partenariat des lampes solaires octroyées pour faciliter les conditions de travail des élèves, entre autres la réaction du sous-préfet. Entre l'association LAMAD, qui est une association monégasque, et l'ONG Le Partenariat. L'association LAMAD porte notamment un programme qui s'appelle Énergie pour l'espoir, Espoir pour l'énergie, et qui a pour objectif la protection et l'épanouissement de l'enfance. Dans ce cadre-là, il développe un projet pour l'implantation d'un réseau qui s'appelle le réseau Yéré dans le département d'Agana. Ce projet est soutenu par la fondation du prince Albert II de Monaco et la fondation NJ.
Il a pour objectif l'implantation d'un réseau pour la distribution de biens et de services pour les enfants, mais également pour les populations qui se situent dans les zones au dernier kilomètre, donc les populations qui sont dans les zones hors réseau. Actualité à l'international à présent, la vague d'indignation se poursuit au Togo suite à l'agression du député Guy Marius Sagna. Des voix se sont élevées pour dénoncer l'acte. Pendant ce temps, en Tunisie, le président Kais Saied se dirige tout droit vers un second mandat. Hors Afrique également, l'OTAN qui a désormais un nouveau secrétaire général qui est entré en fonction ce mardi matin en la personne de Mark Rutte qui succède ainsi à Jens Stoltenberg. Grégoire Ngom pour les détails. Émotion vive au Togo après l'attaque contre un rassemblement politique dimanche à Lomé. Une réunion organisée par la plateforme d'opposition DMP, Dynamique pour la majorité du peuple, qui a rapidement été interrompue par des hommes qui ont lancé des chaises en direction de la tribune. Plusieurs personnes ont été ainsi blessées dont le député sénégalais Guy Marius Sagna, un acte inqualifiable selon le ministère sénégalais des Affaires étrangères. À Lomé précisément, des opposants et des organisations de la société civile s'indignent et y voient un moyen de faire taire les voix dissidentes. David Dossé, porte-parole du Front citoyen Togo Debout, lui a fait savoir que c'est une espèce de sentiment de honte qu'un étranger puisse subir autant de violence. Cela démontre qu'une fois encore au Togo, la violence est instrumentalisée par le pouvoir. En Tunisie, le président Kais Saied n'aura que 2 adversaires à l'élection du 6 octobre prochain, où il va briguer un second mandat. Tous les autres candidats ont été éliminés et parmi les 2 candidats rescapés, l'un est en prison. Au Cameroun, l'affaire Martinez Zogo, du nom de l'animateur de la radio Amplitude FM, enlevé, torturé puis assassiné en janvier 2023 près de Yaoundé, a soulevé une vague d'indignation dans le pays. La 9e audience s'est ouverte ce lundi au tribunal militaire de Yaoundé. Alors qu'on devait entrer dans une phase décisive avec le début des débats de fond, les conseils des accusés ont réclamé la libération de leurs clients. Pour terminer, ce 1er octobre à Bruxelles, le Néerlandais Mark Rutte va succéder au Norvégien Jens Stoltenberg, resté 10 ans à la tête de l'Alliance Atlantique. Cette passation de pouvoir aura lieu au siège de l'OTAN dans le cadre d'une réunion du Conseil de l'Atlantique, l'instance politique de l'OTAN qui rassemble les ambassadeurs des pays membres. Jens Stoltenberg, 65 ans, ouvrira ainsi la réunion et Mark Rutte, 57 ans, la conclura. Et nous faisons place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les législatives du 17 novembre prochain restent le principal sujet traité par la presse dans sa livraison du jour. Beaucoup de quotidiens commentent les alliances en perspective des législatives. Ennemi hier, ami aujourd'hui, titre l'As. C'est ainsi que le journal, en examinant ces alliances de plus près, note qu'il est frappant de constater que certains de ses membres des coalitions étaient par le passé de féroces adversaires. L'As fait remarquer que 3 grandes coalitions vont affronter le parti présidentiel PASTEF dans l'espoir d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. De toutes les alliances, l'intercoalition Takku Sénégal, Sam Sa Kaddu et Jàmm ak Njëriñ est la plus contradictoire dans ce groupe. Écrit Walf Quotidien, on retrouve de tout. D'anciens des Yewwi Askan Wi, des socialistes, des libéraux, des progressistes, des apéristes, des ennemis d'hier devenus de véritables compagnons pour combattre un adversaire commun. Rewmi Quotidien souligne qu'Amadou Ba décline l'offre des autres coalitions de l'opposition. Le journal ajoute que l'ancien Premier ministre n'a pas agréé l'idée de ce grand bloc de l'opposition qui devrait contribuer à réduire les chances de succès du PASTEF d'Ousmane Sonko à ces législatives anticipées. Mais selon le quotidien, cette intercoalition aurait pu maximiser les chances de l'opposition de gagner les législatives. Les ambitions, notamment l'intransigeance de Sam Sa Kaddu à Dakar et Takku Wallu Sénégal dans le nord du pays, n'ont pas permis de pousser l'entente jusqu'au bout, observe le journal. Source A retient que si Takku Wallu Sénégal et Sam Sa Kaddu ont pu arrondir les angles pour arriver à une liste consensuelle dans la plupart des départements du pays, la fausse note est venue de la nouvelle responsabilité d'Amadou Ba qui a décidé de faire cavalier seul, sauf dans certaines localités. Écrit Source A. Les Échos observent que l'ancien chef du gouvernement fait défection, mais Takku Wallu Sénégal et Sam Sa Kaddu font bloc. Ces coalitions s'entendent dans tous les départements et dans la diaspora. Note des Échos, Sam Sa Kaddu laisse tout le Fouta à Macky Sall, mais les Échos de préciser qu'il y a une entente
entre ces coalitions et Amadou Ba, juste à Dakar. L'observateur qui perce les secrets des listes révèle que dans l'intercoalition, Macky Sall est annoncé tête de liste. Karim vient en 3e position. L'observateur fait savoir que Lat Diop et Cheikh Omar Anne sont investis sur la liste nationale. Sud Quotidien pense que ces législatives s'annoncent comme celles de tous les possibles. Le journal donne la parole à Amadou Serigne Thiam, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, qui soutient que l'intercoalition est une bonne stratégie, mais l'esprit de vote des Sénégalais n'a pas aussi drastiquement changé et le PASTEF reste toujours majoritaire. Et Abdourahmane Thiam, professeur agrégé de sciences politiques à l'UCAD, d'ajouter que la stratégie de l'intercoalition constitue une sérieuse menace pour le PASTEF qui a choisi d'aller seul à ses joutes électorales. Et nous terminons avec Bës Bi Le Jour qui revient sur les rapports de la Cour des comptes. Il s'agit de la déclaration générale de conformité de la gestion de 2022 et les premiers comptes sont à lire dans Bës Bi Le Jour. Le journal révèle que la Cour des comptes a décelé des manquements qui ne militent pas en faveur de la transparence dans la gestion des finances publiques. Par ailleurs, la Cour des comptes demande au ministre des Finances de veiller rigoureusement à mettre en place un système d'information efficace en vue d'assurer la fiabilité des données comptables. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.